Salut tout le monde, dans cette vidéo, je voudrais vous parler des nouvelles technologies aéronautiques prometteuses. On a aujourd'hui fait des progrès considérables en matière notamment de composites et de procédés de fabrication de certains composites très chers, et ça pourrait ouvrir une nouvelle voie à une aéronautique de masse, ce qu'on pourrait appeler en fait en management, en gestion, une aéronautique B2C. En gestion, on considère qu'il y a deux grandes catégories de marché, le B2B et le B2C. B2B, ça veut dire business to business, c'est quand vous vendez à des entreprises. C'est comme ça que Microsoft, en réalité, s'est enrichi. Ce sont les fabricants d'ordinateurs dans les années 80 et 90 qui payaient la licence pour les utilisateurs finaux. Et même si l'utilisateur final était en contact avec Microsoft, c'était en réalité le fabricant d'ordinateurs qui avait répercuté ça sur son prix, mais qui avait avancé à Microsoft le prix de la licence. Ça, c'était un modèle B2B. Et le B2C, c'est business to consumer, c'est quand vous vendez aux masses. Et un des travaux, par exemple, d'Apple et de Microsoft dans les années 80, c'est d'avoir fait des ordinateurs B2C. Ça, c'était une révolution à l'époque, de faire des ordinateurs pour les masses, avec des capacités de production suffisamment grandes pour toucher n'importe quel marché consommateur, et en même temps une ergonomie qui faisait que si ce marché n'existait pas encore, les gens allaient demander à avoir un ordinateur personnel, ce qui n'avait été prévu par aucune étude de marché. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And it's custom bag like... Et il y a de nouvelles industries qui sont en train de passer du B2B au B2C d'une façon assez discrète. D'abord, il y a l'espace avec Virgin Galactic, avec Blue Origin de Jeff Bezos. Virgin Galactic a un spatioport qu'ils ont inauguré dans le désert de Mojave aux États-Unis. On a aussi SpaceX, bien entendu, qui entend faire du tourisme spatial. Il faut se rappeler que le premier Sud-Africain dans l'espace était un touriste spatial, c'était Mark Shuttleworth, le fondateur de Ubuntu. Donc le tourisme spatial existe déjà, en particulier depuis l'effondrement de l'URSS, où la base de Baïkonour, pour rentrer dans ses frais, offrait ce genre de prestations à des milliardaires, plutôt même des multimillionnaires, donc les prix n'avaient fait que baisser. Mais maintenant, Elon Musk envisage même de faire des déplacements en fait, internationaux en fusée, en module suborbital, et ça serait donc envisageable de faire un New York-Tokyo en 1 heure ou un Paris-Nouméa en 2 heures. Avec évidemment toutes les empreintes écologiques qui pourraient être associées, c'est-à-dire que ce genre de modèle, a priori, si on l'envisage comme ça, ne peut être conçu que s'il est réservé à une élite ou s'il est systématiquement compensé. C'est-à-dire que si en face, la totalité des émissions est absorbée par une industrie parallèle fournie par le producteur. Et ça, Dieu sait qu'il y a des choses à faire. Mais vu les prix de ce genre de prestations, on pourrait envisager de très très beaux développements si c'était sincère. Et si ça l'est, on ne sait pas pour Musk, mais ça pourrait être évidemment fascinant. Je vais vous parler bien sûr de cas moins ambitieux dans cette vidéo et moins dingue que le space B2C en fait. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir, vous savez, dans tous les prospections, que ce soit du Jules Verne ou la façon dont on envisageait l'an 2000, aussi bien dans Blade Runner que dans Retour vers le futur, on pensait à des voitures volantes. Et on les a toujours pas aujourd'hui. On les a toujours pas pour tout un tas de raisons. Ce sont très essentiellement les États qui bloquent, avec leur législation d'une part, et avec leur manque total de volonté, ou même en fait leur opposition frontale à l'idée d'avoir une classe moyenne dotée d'engins volants. C'est bien ça qu'il faut voir en face, hein. Les pouvoirs publics de la majorité des nations sont fondamentalement opposés à l'idée d'avoir une classe moyenne capable de se déplacer par voie aérienne. C'est quelque chose qui est politiquement, économiquement et aussi donc en termes de lobbying, absolument, ennemi de la pensée politique actuelle dans à peu près tous les pays industrialisés. Et c'est d'autant plus dommage que les technologies, les différentes technologies pour avoir un accès aérien à bas coût, un accès aérien pour les classes moyennes, existent. Ces technologies sont disponibles et elles ne sont pas ce qu'on appelle sur-étagères. Il ne faut pas confondre technologie disponible et technologie sur-étagère. Sur-étagère, ça veut dire que vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous rendre dans une boutique et contre une somme précise, vous pouvez en disposer.
La technologie peut exister, mais elle peut ne pas encore être commercialisée sur étagère. Et ça, c'est un pas, en général, qui est très concret et qu'on a tendance à mépriser en France. Le passage sur étagère est quelque chose dont on considère qu'il n'existe pas dans beaucoup de cas en France, et c'est aussi pour ça qu'on a une excellente recherche fondamentale d'un côté, et qu'on est totalement incapable de créer des emplois avec cette recherche fondamentale de l'autre, parce qu'on méprise totalement le passage sur étagère. Et par ailleurs, le passage sur étagère, de toute façon, ne contribue absolument pas à la carrière d'un fonctionnaire du CNRS. Vous ne pouvez pas faire carrière en ayant fourni des efforts pour un passage sur étagère au CNRS. Et c'est aussi très dissuasif dans le monde académique français d'envisager un passage sur étagère d'une technologie développée en laboratoire pour cette raison, parce que ça n'est, pardonnez-moi, qu'un nid à emmerde pour votre carrière de vous lancer dans ce genre d'aventure dans les faits. Et d'ailleurs, le rapport Bella-Tambourin sur la valorisation de la recherche française avait déjà pointé du doigt ce genre d'aspect qui est critique. En l'occurrence, on peut mesurer en économie la distance entre Eureka et catching. Donc Eureka, la découverte fondamentale, catching, le moment où vous faites la culbute avec et où vous créez les emplois. Le passage entre Eureka et catching en France, il est quelque part autour de 15 à 20 ans. Pareil, source rapport Bella-Tambourin pour avoir les données exactes. Et le rapport entre la distance entre Eureka et catching dans la Silicon Valley, elle est plutôt quelque part entre 1 et 5 ans. Et ça vous explique aussi pourquoi la Silicon Valley reste aujourd'hui le premier producteur de richesse en termes géographiques au monde. Parce qu'elle a cette capacité à passer de Eureka à catching d'une façon stupéfiante. Alors, dans les aérotech maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce sujet absolument fascinant et tout ce qui pourrait nous permettre aujourd'hui d'avoir des classes moyennes capables d'accéder au ciel, de toutes les façons possibles. C'est-à-dire véritablement, alors, notamment avec des systèmes de covoiturage, du coup, on sait qu'aujourd'hui les voitures sont très mal utilisées, une voiture dans son cycle de vie va passer une énorme partie de son temps au parking, c'est stupide, donc on sait qu'il existerait, notamment par voie logicielle, des moyens d'optimiser l'usage du parc. Et ces moyens-là, s'ils sont en option pour les voitures, ils seront obligatoires pour des classes moyennes équipées d'engins volants. Ces systèmes d'optimisation du parc, où en réalité on n'est plus propriétaire du véhicule, on a un abonnement, un peu comme dans Netflix, et on a un abonnement avec, disons, des points bronze, argent, or, et si vous avez des points or, un abonnement or ou platinum, eh bien vous avez toujours accès aux meilleurs véhicules, les véhicules les plus haut de gamme. Et si vous êtes en bronze ou en argent, vous pouvez mettre des points de côté pour partir en week-end avec un véhicule haut de gamme, parce que vous n'avez pas besoin du véhicule haut de gamme toute la semaine, mais vous y avez accès en week-end ou pour vos vacances, parce que vous avez mis vos points de côté, etc. Toutes ces choses-là sont envisageables avec un parc comme service, ce qu'on appelle le AAS, as a service. Donc le AAS, ça se voyait aussi pour les logiciels, Software as a Service, le mouvement du SaaS, notamment avec Salesforce. Eh bien demain, Véhicule as a Service, VaaS, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et c'est même, en l'occurrence pour l'accès au ciel pour les classes moyennes, quelque chose qui va, à mon sens, sera obligatoire. On ne pourra pas envisager les mêmes sous-optimalités qu'on a sur le parc automobile avec un parc aérien B2C pour les classes moyennes. Alors, quelles sont les technologies maintenant qui pourraient permettre d'avoir, en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour les classes moyennes? Ça veut dire que pour 15 000 balles, n'importe qui pourrait s'offrir un véhicule aérien et en disposer et l'utiliser sans avoir des tonnes et des tonnes de paperasse administrative et de demandes de permis à l'avance pour pouvoir aller d'un point A à un point B. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte rapidement que ce genre de révolution technologique, et j'insiste, elle est là, elle n'est pas sur étagère, mais elle est là d'un point de vue technologique. Ce genre de révolution technologique, si elle passait sur étagère, aurait des conséquences majeures sur la société, mais des conséquences qui seraient largement positives. On le voit aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs préfèrent vivre en périphérie. C'est le cas, je crois, de Joueur du Grenier. Si je ne me trompe pas, il vit dans les environs de Fougères. Et les revenus que sa chaîne génère lui permettraient sans aucun problème de vivre à Paris, mais c'est pas quelqu'un de stupide a priori, et l'immense majorité des youtubeurs, je crois, sont dans cette position-là, de se dire, après tout, si je peux travailler de chez moi, autant avoir beaucoup d'espace, autant être dans un endroit avec un très beau cadre de vie, un accès à la nature, qui devient de plus en plus important au XXIe siècle. Et donc, le fait de ne pas avoir besoin de se rendre à Paris, je crois que c'est la même chose pour les dessinateurs Renaud et Melaka,
qui avait fait, si je me souviens bien aussi, le programme de la France Insoumise en bande dessinée. Et ce dessinateur, Reynaud, qui est le dessinateur principal de la série Aquablue, eh bien, il vit aussi dans un village, un des plus beaux villages de France, qui s'appelle Cordes-sur-Ciel, parce que le cadre de vie est stupéfiant là-bas, et si on peut travailler depuis chez soi, eh bien, c'est beaucoup plus avantageux d'être en périphérie plutôt que dans un grand centre urbain où le coût de la vie va être beaucoup plus grand. Cependant, les gens qui ont besoin de faire ce qu'on appelle des déplacements pendulaires, eux ont besoin évidemment d'avoir un accès au centre-ville, et il y a une distance, il y a une loi, j'ai oublié le nom mais on vous la mettra sur l'écran, une loi qui détermine la longueur moyenne des déplacements pendulaires que les gens sont prêts à faire. Et je crois que c'est entre 20 et 40 minutes normalement, mais le mouvement des Gilets jaunes est aussi venu pour rappeler qu'aujourd'hui ces temps ne faisaient qu'augmenter, et que c'était évidemment un problème pour l'accès à l'emploi. Eh bien, si demain, tout le monde les classes moyennes pouvaient avoir un accès, et ça serait même pas, d'ailleurs j'ai dit pour 15 000 euros, mais non, ça serait pas pour 15 000 euros, ça serait systématiquement en leasing. Donc, si les classes moyennes pouvaient avoir un accès à un véhicule aérien, eh bien, on pourrait concrètement vivre de façon très excentrée. On pourrait vivre aujourd'hui à 4 heures de voiture 4 heures de voiture de Paris, et accéder aux emplois de Paris tout de même en aller-retour, parce qu'on aurait un véhicule qui fait du 400 km/h, et qui pourrait donc en 1 heure vous amener à votre lieu de travail à Paris. Et ça, encore une fois, non seulement c'est envisageable et réalisable, si on y mettait les bons investissements, mais donc ça aurait des conséquences majeures sur le parc immobilier, sur les infrastructures françaises. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup d'États ne souhaitent pas voir arriver ce genre de disruption, c'est que réellement, vous auriez donc une disruption du parc immobilier. Il y aurait plus de raison que certains fonciers valent 15 000 ou 30 000 le mètre. Et puis vous auriez une disruption des rapports de force. Réellement, les centres urbains aujourd'hui sont les centres de la force politique. Eh bien, si demain, en réalité, on peut avoir une dispersion des classes moyennes, mais qui ont accès aux emplois urbains, mais qui s'en vont ensuite, les rapports de force politique changeraient dramatiquement. Et c'est réellement quelque chose que beaucoup de pouvoirs publics ne veulent pas voir arriver. D'ailleurs, on sait très bien que, ne serait-ce que le prix des trains, des TGV, les Paris-Lille, etc., eh bien, ces prix-là ont subi une très forte influence politique pour éviter de changer les bases électorales, de modifier trop rapidement les bases électorales, par exemple de Lille, dans le cas du Paris-Lille. Donc imaginez ce qui se passerait si tout le monde avait accès à un véhicule aérien à bas coût. Maintenant, sur le plan technologique, on a tout un tas de nouveaux matériaux qui pourraient nous offrir ce genre d'opportunités. Et c'est ça qui est fascinant réellement, d'étudier l'évolution des matériaux. Il faut savoir que dans les âges historiques de l'Antiquité, donc l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer, eh bien c'était systématiquement la capacité à développer telle ou telle métallurgie. Fabriquer le cuivre, par exemple, c'est très simple, il suffit de fondre le minerai, on a du cuivre. Fabriquer du bronze, là, c'est plus compliqué, il faut de l'étain dans des proportions d'à peu près 10%, et cet étain, il faut le chercher. L'étain est un matériau, en fait, rare dans l'écorce terrestre, et les mines, d'ailleurs, d'étain n'étaient pas du tout bien réparties pour le monde méditerranéen, mais ça avait donc donné lieu à un commerce, à l'époque, mondial, qui allait jusqu'en Afghanistan ou jusqu'en Irlande, avec notamment les Vénéties à Vannes, qui vont contrôler la route de l'étain jusque donc à l'âge du fer, du temps de César. Jules César d'ailleurs qui va faire le siège de Vannes et parvenir à prendre Vannes. Donc c'était à chaque fois, on le voit, ces âges, la maîtrise d'une métallurgie, la maîtrise de la fabrication d'un métal pour usage industriel de la façon la moins chère possible. On a eu donc ensuite l'acier, les différentes façons de fabriquer de l'acier avec le Woods et les fabrications d'acier indiennes qui étaient transférées à l'Occident par les Arabes, par Bagdad, les Vikings qui allaient jusqu'à Bagdad pour commercer et acheter cet acier, et cet acier leur permettait d'avoir les meilleures épées du monde. Notamment les Ulfbert, qui étaient une des premières marques au Moyen-Âge. Et ça aussi, donc on voit une métallurgie, une compétence donnée en Inde, un intermédiaire qui était les Arabes à Bagdad, et un utilisateur final qui était les Vikings. En fait, on a eu ensuite d'autres nouveaux métaux, alors la capacité notamment avec le convertisseur Bessemer, qui a vraiment révolutionné aussi bien la guerre que la géopolitique au sens large, même la politique en temps de paix,
Le convertisseur Bessemer amenait la capacité à produire énormément d'acier de très grande qualité. Il ne faut absolument pas croire que l'acier des grands maîtres forgerons japonais comme Masamune, etc., est meilleur que l'acier que peut vous sortir un convertisseur Bessemer. Le convertisseur Bessemer vous sort un acier meilleur en qualité et en quantité. On a les deux effets à la fois. Et ça, c'est le propre d'une révolution technologique industrielle, la capacité à vous sortir de meilleure qualité et quantité d'un matériau. Le grand disrupteur dans l'aéronautique, ça a été l'aluminium. C'est tellement un disrupteur qu'on le représente même comme ça dans le jeu Civilization 6. Vous avez différents matériaux stratégiques dans Civilization 6, et le tout premier, je crois, ce sont les chevaux, ensuite vous avez le fer, et ça vous donne bien l'idée, parce que c'est assez réaliste de centrer les évolutions de matériaux stratégiques de cette manière, et vous allez vers la fin sur l'aluminium, l'uranium, etc. Et l'aluminium, effectivement, donc, dont le minerai de base est la bauxite, et l'aluminium était difficile à produire, du temps notamment des débuts de la Troisième République ou du temps du Second Empire en France. Napoléon III donnait les couverts en aluminium à ses convives de marque, et il réservait les couverts en or aux convives moins importants. Le Washington Monument, l'obélisque, avait un pyramidion d'aluminium au sommet, et le Trésor américain gardait même des lingots d'aluminium à l'époque, je pense, d'Abraham Lincoln. Donc, aujourd'hui, on est capable de produire l'aluminium de façon très simple. Jamais on n'aurait pu croire du temps de Napoléon III qu'un jour on emballerait des cuisses de poulet dans du papier alu, et pourtant aujourd'hui on peut le faire. De la même façon que le sucre aujourd'hui ne vaut plus grand chose, alors qu'il valait énormément du temps de l'Andalousie, du temps du XIIIe siècle, eh bien aujourd'hui l'aluminium peut être produit très facilement. Et c'est ce qui a permis cette révolution majeure en aéronautique. Donc l'introduction de l'aluminium dans l'aéronautique, ça a été un des grands facteurs de bouleversement avec les développements de nouveaux carburants. La capacité à produire de l'aluminium pas cher a amené une aéronautique de meilleure qualité, avec une meilleure rapidité aussi, accessible aux masses. Et ça a fait que le transport en avion est devenu quelque chose d'accessible à toutes les classes moyennes dans le monde. Donc on peut voir la même dynamique si on arrivait à produire certains nouveaux matériaux aujourd'hui qui coûtent très cher, qui sont exactement dans la même position que l'aluminium l'était du temps de Napoléon III, et qui, s'ils étaient démocratisés, s'il y avait des moyens très simples de les produire, pourraient nous permettre demain d'avoir donc cette capacité de déplacement personnel aérien pour toutes les classes moyennes sur Terre. Encore une fois, avec toutes les conséquences sociologiques que ça amènerait. Alors je vois deux grands domaines scientifiques et technologiques qui peuvent nous amener à ça. L'aérogel. L'aérogel, d'une part, les aérogels on devrait dire, ce sont des matériaux qui existent depuis les années 30. Ils étaient développés déjà pour l'aéronautique, notamment pour l'isolation. Et les aérogels, un des grands spécialistes de ces matériaux, c'était le JPL à Caltech, si ce n'est la meilleure école d'ingénieurs au monde. Caltech, le JPL, c'est le Jet Propulsion Lab, c'est donc évidemment la crème de la crème des recherches sur les moyens de propulsion pour les fusées. Et on sait que la propulsion, c'est ce qu'il y a de plus stratégique aujourd'hui, notamment pour avoir un jour un space B2C, pour avoir un accès à l'espace démocratisé pour les masses. Là aussi, nos méthodes de propulsion actuelles sont très sous-optimales. Et c'est intéressant d'ailleurs en matière de matériaux, justement, de composites ou de matériaux, de voir que Elon Musk est revenu pour ses lanceurs à des matériaux beaucoup plus simples, notamment l'acier inoxydable, qui avait été abandonné dans l'industrie aérospatiale depuis très longtemps, depuis je pense les années 50-60, peut-être les V2, je ne suis même pas sûr qu'ils étaient en acier inoxydable, mais Musk a trouvé des compromis avec l'acier inoxydable, notamment en réutilisant des substances comme le WD-40, le WD-40, qui est le WD-40, juste pour l'anecdote, c'est vraiment un des accessoires dans tous les garages, dans toutes les caisses à outils, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un symbole, et ça veut dire Water Displacement Formule, 40e formule, parce que c'était quelque chose qui avait été conçu pour évacuer l'eau de condensation sur le corps des fusées, le corps des lanceurs en inox, dans les années 50 déjà. Et c'est passé ensuite dans le monde civil, et à chaque fois, comme vous le savez si vous avez vu mon TEDx sur le complexe pacifico-industriel, à chaque fois qu'une technologie militaire passe dans le civil, elle change le monde. Et même le WD-40 n'a pas fait exception. Alors que Musk revienne, plutôt que d'utiliser de la fibre de carbone, plutôt que d'utiliser d'autres matériaux beaucoup plus coûteux
à concevoir et à mettre en forme dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale qui reviennent à l'inox, c'est un peu le symbole de son caractère à la fois low-tech et high-tech. SpaceX, sa baisse des coûts vient du fait qu'ils mélangent très subtilement le low-tech et le high-tech. Ils essaient en réalité de mettre du low-tech autant qu'ils le peuvent, autant que faire se peut dans l'industrie aérospatiale, où ça paraît a priori limite impossible. Mais c'est en mettant du low-tech là où il faut qu'on obtient ces capacités de production que SpaceX a et qui les rendent les lanceurs les moins chers au monde, loin devant les Russes, ce qui était une vraie prouesse. Donc l'aluminium, le graphène, est-ce que le graphène est aujourd'hui, pardon, l'aérogel, j'ai dit graphène par anticipation parce que l'aérographène est le plus performant des aérogels, c'est aussi le plus cher. Mais l'aérogel, donc, c'est un solide dont certaines variantes peuvent flotter dans l'air, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, il a la densité de l'air, on peut le laisser le poser dans l'air et la poussée d'Archimède de l'air suffit à le maintenir. Et c'est à la fois très isolant, ça reste incompressible parce que c'est un gel, et c'est très peu polluant, même dans la capacité à en disposer comme déchet. Donc ça a plein d'avantages, ce matériau, mais c'est très cher à produire. Simplement, dans l'histoire, l'acier a été très cher à produire, l'aluminium a été très cher à produire, bien avant donc le fer a été très cher à produire, et aujourd'hui, l'acier, l'aluminium et le fer sont des matériaux qui sont d'une grande simplicité à produire, en grande quantité, et qui ne valent plus grand-chose. En conséquence de quoi, on peut envisager que pour l'aérogel, ce soit la même chose. Et qu'un jour, donc, on ait tous de l'aérogel partout, ce qui pourrait être utile même pour construire dans les nuages. Demain, on pourrait envisager d'avoir des cités dans le ciel, stabilisées dans des zones entre la montagne et les nuages, voire carrément en plein nuage, au-dessus de zones où les tempêtes sont rares, mais on pourrait imaginer avoir demain des cités dans le ciel. Ce que Jules Verne, bien entendu, avait imaginé avant moi. Mais l'aérogel pourrait le rendre possible. C'était aussi cette citation qu'on attribue à Jules Verne. Tout ce que certains hommes peuvent rêver, d'autres hommes, il se trouvera d'autres hommes pour le réaliser. Et c'est tout à fait l'optimisme qu'on avait à la fin du 19e siècle, entre la France et l'Angleterre, entre le Crystal Palace et l'exposition de 1889. On avait cet optimisme technologique qui nous amenait bien entendu à penser qu'on aurait des voitures volantes, etc. Et en réalité, les erreurs de futurologie qui ont été faites à l'époque, elles tenaient plus à l'aspect matériel. On imaginait que le progrès serait surtout matériel, alors qu'en réalité, il a beaucoup plus été immatériel. C'était un segment dont on n'avait pas le niveau mathématique pour le prédire, sauf si on avait été Cantor, etc. Mais on n'avait pas le niveau mathématique, Jules Verne ne l'avait pas, et ses contemporains ne l'avaient pas, pour envisager toute l'économie de l'information qu'on a maintenant, les réseaux sociaux, etc. Tout cet aspect-là, on a largement dépassé les attentes dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est numérique, on a largement dépassé les attentes, même des futurologues ou des prospectivistes proches, retour vers le futur, etc. Eux n'imaginaient pas qu'on ait ce niveau, les meilleurs gadgets de James Bond n'imaginaient pas l'iPhone. Mais par contre, la voiture volante, on a déçu. Donc l'aérogel, l'aérographène d'une part, où la capacité à produire ces matériaux à très bas coût pourrait complètement changer la façon qu'on a d'accéder au ciel pour les classes moyennes. Il faudrait aussi envisager bien sûr des systèmes, un code du ciel comme un code de la route, mais qui serait totalement différent du code de la route parce qu'on aurait un code du ciel basé plutôt sur les vols des tourneaux, où en fait on prendrait sa position par rapport à quelqu'un, il n'y aurait pas de route dans le ciel, il n'y aurait pas besoin d'infrastructure. Dans le code de la route, notre position se détermine par rapport à la route, et ensuite seulement par rapport aux autres. Dans un code du ciel, la position se déterminerait d'abord par rapport aux autres, et ensuite seulement par rapport aux routes commerciales ou aux routes utilisables par les classes moyennes équipées d'un engin volant. C'est-à-dire que d'abord, quand on décollerait, on prendrait une personne en vol comme point de repère, et on se positionnerait par rapport à elle exactement comme dans un vol des tourneaux, et ensuite on aurait des règles de navigation d'ordre routière par-dessus. Vous voyez, ça changerait le code. Code de la route, c'est la route d'abord et les personnes dessus ensuite. Le code de l'air, ce serait les personnes dessus, les personnes dans l'air d'abord, et là, les routes ensuite. Avec donc pas de nécessité d'infrastructure. Mais cet accès à l'aérogel, plus les différentes formes de batteries, il faut savoir aussi que l'aérogel pourrait être utilisé pour faire des piles à hydrogène ultra légères. On pourrait faire des sandwichs aérogène-hydrogène multicouches
qui ressembleraient un peu à des mitochondries pour essayer de donner un aspect biomimétique à cette idée. Mais on pourrait imaginer donc des piles à hydrogène qui seraient très légères. Pour l'instant, les piles à hydrogène sont lourdes et coûteuses à produire. Là, on pourrait, avec l'aérogel, avoir des piles à hydrogène qui seraient très légères et très peu coûteuses à produire, puisque ça serait le matériau intercalant serait l'aérogel directement, qui est très isolant. Également, avec des structures dont on pourrait concevoir la forme par ce qu'on appelle du design paramétrique. Les architectes connaissent très bien ça avec Grasshopper, donc tous les modules qui permettent de faire un design élaboré mathématiquement, procéduralement, on donne quelques règles simples et ensuite la forme apparaît par l'exécution de ces règles simples. Eh bien, on pourrait envisager des aérostats qui pourraient être remplis à l'hydrogène parce que l'aérogel est isolant. Donc, on aurait un aérostat cellulaire, on n'aurait pas simplement un grand volume d'hydrogène comme dans le Hindenburg ou dans les Zeppelins. Vous savez qu'à l'époque, d'ailleurs, le Hindenburg a connu cette catastrophe spécifiquement parce qu'il y avait déjà un embargo sur l'hélium vers l'Allemagne. Et donc, les Allemands, comme le Hindenburg était un symbole politique pour eux, n'ont pas voulu annuler son déplacement, qui était un démonstrateur technologique qui montrait la grandeur industrielle du Troisième Reich. Et donc, ont maintenu le vol, mais ont utilisé un produit de substitution très malheureux qui était l'hydrogène, et ça a donné la catastrophe que l'on connaît. Donc, on pourrait envisager, toujours avec de l'hydrogène qui est beaucoup plus facile à produire que l'hélium, qui est beaucoup plus renouvelable effectivement que l'hélium, un aérostat cellulaire avec, si un compartiment venait à exploser, ça ne mettrait pas le feu à tous les autres compartiments, il n'y aurait pas de réaction en chaîne, et on aurait donc un grand bâtiment volant qui pourrait aussi transporter du fret. Ça, c'est un de mes rêves technologiques. J'ai appelé ça dans mes travaux la Céline marchande. Ça vient donc de marine marchande. Marine, ça veut dire qui vient de la mer. Céline, c'est un prénom, mais qui veut dire qui vient du ciel. Donc une Céline marchande, ça serait un fret aérien à bas coût, et ça changerait complètement la face du monde d'un point de vue géopolitique. Si on avait la capacité à avoir un fret aérien à très bas coût, eh bien, les détroits, les points de resserrement géopolitique n'auraient plus de valeur. Et les pays qui n'ont pas accès à la mer, comme la Suisse, mais la Suisse a une marine, parce qu'elle a une marine par Rotterdam, elle a un accès par la voie Bâle-Rotterdam à Rotterdam, et donc elle peut avoir, il y a certains bâtiments il y a des vaisseaux qui battent pavillon suisse dans les mers du monde. Mais tous les pays n'ont pas un accès littoral direct, mais tous les pays ont un accès avec le littoral du ciel. Si on voit le ciel comme une mer, c'est pour ça que j'appelle ça une Céline marchande, eh bien tous les pays ont un accès à ce littoral-là. Et donc, avoir un fret qui irait de A à B directement, et en plus avec des capacités de chargement simplifiées, où on pourrait envisager des escadrons de ces unités de Céline marchande, ce ne serait pas comme des grands porte-conteneurs, ça pourrait être des unités plus petites, et on pourrait donc envisager que les producteurs puissent immédiatement s'occuper du fret, ce qui permettrait donc de connecter des producteurs africains, des producteurs de café sud-américains directement au consommateur final, avec des livraisons sur très longue distance, comme on envisage aujourd'hui avec les drones pour Amazon, etc. On pourrait envisager demain que ça puisse se faire direct producteur-consommateur par le ciel avec des dépenses de carburant quasi inexistantes, que de toute façon on utilisera l'hydrogène. Toutes ces choses-là, sans oublier aussi qu'on pourrait utiliser des voiles, puisque les L-kites peuvent être utilisés, et c'est ce qu'a déjà fait SkySail, très très beau projet SkySail, j'en parle dans le Tour Super France avec Gunther, cet excellent projet par lequel, dans le cas de Race for Water, ce magnifique bateau qui a fait plusieurs fois le tour du monde, on a cette L-kite qui fait des 8 et qui, comme ça, peut générer de l'électricité, c'est basé sur le mécanisme du yo-yo, et peut donc produire de l'électricité juste en faisant des 8 comme ça dans l'air. Et en fait, c'est utilisé aussi pour réduire la dépense en carburant des conteneurs déjà. SkySail, sans alimenter un moteur électrique pour les porte-conteneurs, simplement en contribuant à leur propulsion, peut réduire leur dépense de carburant. Si vous aviez quelque chose qui était carrément dans l'air, une unité de Céline marchande, elle aurait son L-kite et elle utiliserait ce qu'on appelle les jet streams, les grands courants aériens qui peuvent faire du 400, du 500 km/h, et elle les utiliserait comme moyen de propulsion. Et il se trouve que ces jet streams recoupent certaines des routes commerciales importantes du monde. Donc, la technologie pour créer une Céline marchande aurait des conséquences extraordinaires sur le monde et très positives. Et le point important, c'est que n'importe quel penseur peut y contribuer à cela, puisque toute technologie, tout verrou technologique a un coût en attention et en temps. Tout problème a un coût en attention et en temps humain. Il faut voir le monde technologique comme une grande boutique
où les problèmes sont là sur étagère dans les rayons, mais on n'a pas l'étiquette. Et on sait, la plupart des galeries d'art font ça, elles montrent les œuvres d'art, mais on ne voit pas le prix en dessous. Et on sait que ça décourage la consommation de ne pas mettre le prix directement. Parce qu'on peut craindre que le prix soit trop élevé pour nous, soit au-delà de nos moyens. Les technologies aujourd'hui sont comme dans une grande galerie d'art, où elles sont là, genre avoir une Céline Marchande, c'est une technologie qui est là devant nous, mais on ne connaît pas son prix en attention et en temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce prix existe et il est fini. Si on met suffisamment d'attention et de temps humain dessus, ce que j'ai appelé dans mes travaux des AT laser, eh bien, on va craquer ce problème, on va le résoudre. On saura produire de l'aérogel à bas coût, on saura l'organiser dans des sortes de grandes baleines, des volumes qui ressembleraient à des baleines, et c'est la forme que l'ONERA a adoptée pour le Man Cloud. Eh bien, on aurait ces grandes baleines en design paramétrique qui seraient conçues en aérogel, qui seraient propulsées par une L-Kite, ou plusieurs L-Kites, mais je pense que la simplicité, ce serait une seule, et qui seraient capables d'emporter du fret aérien à bas coût. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, et c'est là que c'est très complémentaire avec le fret marin, on sait que un conteneur qui contient quelque chose de peu dense coûte plus cher qu'un conteneur qui contient quelque chose de très dense. Un conteneur de sable coûte moins cher à envoyer qu'un conteneur de balles de ping-pong, parce que la flottaison ne coûte pas cher pour un porte-conteneur. Donc un conteneur de sable coûte moins cher à expédier qu'un conteneur de balles de ping-pong. Il y a des catégories de fret comme ça. Je crois que la catégorie de fret des balles de ping-pong, ça doit être 500 pour la petite histoire. Et c'est dans ces catégories de fret qui vont de 250 à 500, donc 500 c'est le plus léger, de 250 à 500, c'est ces catégories de fret qui seraient compétitives pour une Céline Marchande, et ça tombe bien, elles ont tendance aussi à être celles qui ont la plus forte valeur ajoutée. Et donc, avec ces moyens de transport, on pourrait avoir non seulement un tourisme écologique complètement différent, on pourrait voir la forêt amazonienne en ayant zéro empreinte dessus, puisque on passerait par-dessus sans y toucher, et on pourrait l'admirer dans toute sa splendeur sans avoir le moindre impact écologique sur elle, d'autant plus qu'on se propulserait avec de l'hydrogène totalement renouvelable, mais en plus, donc, on aurait des moyens de transport aérien pour nos marchandises qui transcenderaient totalement la géopolitique mondiale. Cette Céline Marchande, elle aurait déjà pu être réalisée aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'il y a des lobbies qui n'ont pas un intérêt à ce qu'elle se réalise, mais on pourrait la réaliser si on se concentrait suffisamment dessus. Et je cherche bien entendu des volontaires pour concevoir des représentations professionnelles avec Grasshopper, avec Rhino, de cette Céline Marchande, parce que je pense qu'elle a un avenir très intéressant. Et on en présentera certains aspects avec les partenaires que nous avons déjà, notamment pour la Biomime Expo. Enfin, le dernier point que je voulais vous présenter pour le transport aérien personnel, donc l'accès au ciel en B2C, qui encore une fois serait aussi excitant que l'accès informatique en B2C tel qu'il s'est développé dans les années 80. On a vu déjà les très beaux travaux de Frankie Zapata qui nous donnent déjà, j'en dis ah oui c'est pas parfait, là vous voyez l'esprit ingénieur français typique d'être anxiogène et pessimiste en regardant, en se concentrant sur tout ce qui va pas, en disant ouais Frankie Zapata, voilà ce qui va pas, voilà c'est pas assez, ça marchera par exemple. Ça marche. C'est pas encore accessible aux masses, pardon, mais ça marche. Et le progrès se fait toujours par étapes. Ces mêmes ingénieurs anxiogènes débiles français auraient dit pique-pendre des frères Wright. Ils leur auraient dit voilà, regardez, c'est juste un vol, faut pas s'emballer, sur 200 mètres. Bon, ils voient pas le côté pionnier, le côté incrémental de ce genre d'innovation. Il faut au contraire propager les travaux de Frankie Zapata. Mais au-delà de ça, donc, sur ce modèle personnel donc, qui est complémentaire de la Céline Marchande, où on aurait donc un moyen de transport personnel qui pourrait aller à 150 km/h ou plus, et qui pourrait nous permettre d'aller d'un point A à un point B dans toutes les villes sans avoir plus besoin de route. Imaginez l'impact que ça aurait. Tout ce foncier qui serait libéré, vous regardez dans une ville, c'est quasiment impossible de prendre une photo sans qu'il y ait un véhicule à essence dedans. Et si tout ce foncier pouvait être libéré, si on avait la même qualité de déplacement ou une meilleure qualité sans plus avoir besoin de ces infrastructures bétonnées, bah évidemment, on pourrait avoir une appréciation de la ville et même un vivre ensemble. Et vous savez que je vois le vivre ensemble comme une technologie, pas comme un gris-gris politique à la con qui est agité pour un oui et pour un non, mais comme une technologie. Le vivre ensemble est une technologie qui rend les nations fortes. Parce que, comme l'avait dit Renan et comme le rappelle très bien Charles Gave, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et le vivre ensemble comme technologie, si une nation s'en dote, elle est puissante et elle rayonne pour de vrai. Eh bien, imaginez les qualités de vivre ensemble. On sait très bien que les rues piétonnes, ça permet de se rencontrer, ça permet d'augmenter la fréquentation des commerces de proximité, ça crée un tissu de quartier beaucoup plus grand.
Et c'est quelque chose qu'il faut encourager, par opposition, bien sûr, des zones où il n'y a que des déplacements à grande vitesse, font aussi un encouragement à la criminalité pour les humains qui se retrouvent dans des zones, qui se retrouvent à vivre ou à fréquenter des zones qui ont été prévues uniquement pour les déplacements à grande vitesse, sont exposés de façon prioritaire à la criminalité. Alors, comment on pourrait envisager ces moyens de transport personnels à bas coût? Bien là aussi, la technologie existe déjà. Ce sont les muscles synthétiques. Les muscles synthétiques, je vous mets dans la vidéo ce très bel extrait des laboratoires d'Harvard qui présente ce que peuvent faire les muscles synthétiques, avec notamment leur capacité même à cueillir des fleurs. Ça peut être très, très délicat, mais la capacité aussi à produire des mouvements. On pourrait demain avoir des tétraplégiques qui seraient habillés d'une tenue en muscles synthétiques. On la leur ferait revêtir, et ensuite uniquement par les directives de leur pensée, ils pourraient se déplacer. Ça ne serait pas comme un exosquelette compliqué métallique, ça serait ce qu'on appelle de la soft robotique. Je vous encourage aussi à voir cet excellent TED Talk sur la soft robotique, la robotique molle. Nous, nos déplacements sont beaucoup plus fluides parce que nous ne sommes pas entièrement rigides. Nous avons, notre corps est constitué d'aspects flexibles et d'aspects rigides. C'est pareil aussi pour les exosquelettes des crabes qui sont hydropneumatiques. Et les suspensions hydropneumatiques, c'était déjà ce qui avait fait la fortune de la déesse à l'époque. On a cette fameuse citation de Gérard Depardieu dans Les Valseuses. Tu les sens, hein, les coussins d'huile sous ton cul, hydropneumatique, mon petit pote. C'est exactement ça. Et ces suspensions hydropneumatiques ont été utilisées, je crois même, dans la version dérivée pour le Griffon, pour les véhicules de l'armée de terre. Mais en réalité, ça nous montre qu'on avait déjà des précurseurs de la soft robotique. Et c'est pour ça que je faisais cette digression, parce qu'on avait déjà compris la soft robotique, on ne lui avait pas mis un mot dessus. Mais aujourd'hui, on la comprend, et les muscles synthétiques, avec leur capacité de faire des origamis gonflables, pourraient nous fournir des moyens de déplacement personnel qui seraient donc totalement scalables, faciles à produire, parce que les muscles synthétiques sont difficiles à concevoir, sont difficiles mathématiquement à concevoir, mais sont très faciles à produire. Une fois qu'on a trouvé la solution, elle est scalable, on peut la produire pour des millions de gens. Donc, on pourrait envisager un système de déplacement personnalisé qui serait comme un sac à dos. Ce serait un harnais en fait très proche du corps, avec des ailes qui se déploieraient comme des élytres, les coléoptères. Coléoptère en grec, ça veut dire qu'il y a des ailes dans un fourreau. Eh bien, les coléoptères, comme la coccinelle, elles ont exactement ce système de propulsion-là, c'est-à-dire des ailes en origami. L'origami permet de trouver des solutions au fait d'empacter une grande surface dans un petit volume. C'est pour ça qu'elles sont très étudiées, notamment dans l'aérospatiale, pour faire des voiles solaires ou d'autres systèmes pour les satellites qui puissent être empaquetés dans un petit volume et ensuite se déployer. Eh bien, on pourrait avoir la même technologie dans un sac à dos avec des ailes qui se déploieraient en origami gonflable, donc en muscles synthétiques, et qui battraient. Elles auraient l'avantage qu'en cas d'incident, elles pourraient s'enrouler autour de nous pour nous fournir un airbag. On n'aurait plus besoin de parachute. On aurait simplement des origamis gonflables autour de nous qui pourraient amortir même une chute depuis 1 km ou 2 km de hauteur, parce qu'on atteindrait rapidement une vitesse limite avec celle-là qui serait compatible avec le fait de toucher le sol à grande vitesse, même si on est donc entouré de cet origami gonflable qui amortirait le choc. Donc on aurait à la fois les ailes qui seraient le dispositif de protection du passager. Et comme elles seraient dans un sac à dos, elles seraient bien entendu déployables dans des très petits espaces, mais évidemment ça serait pour l'extérieur puisqu'il faut l'accès au ciel, mais on n'aurait pas besoin d'avoir chacun des ailes comme un deltaplane. Parce qu'on aurait cette capacité à battre des ailes qu'ont les organismes volants, notamment les insectes, c'est-à-dire à créer des vortex qui permettent d'avoir un décollage à faible vélocité. Ça, c'est une technologie que nous n'avons quasiment pas aujourd'hui, que les insectes ont depuis très longtemps, la capacité à créer des vortex autour de leurs ailes pour décoller sans piste de décollage, pour décoller avec, décoller avec une très faible longueur de décollage, décoller souvent d'ailleurs sur l'équivalent d'un tiers de leur corps. Eh bien, si nous demain, nous avions ces sacs à dos avec ces origamis gonflables, avec ces muscles synthétiques, dans plein de matériaux très prometteurs différents, ça créerait une filière, eh bien, on pourrait demain, avec ce sac à dos, décoller et ensuite faire du 300 km/h. Il faudrait bien sûr des lunettes de réalité augmentée pour compléter ça avec un HUD qui ferait l'anticipation directement des collisions. Les systèmes anti-collision pourraient se baser notamment sur les neurones des criquets, qui ont des systèmes anti-collision extrêmement performants et qui ont inspiré le système anti-collision de Volvo et très probablement aussi le système anti-collision des Tesla.
Un HUD, un sac à dos avec des origamis gonflables et un système de code de l'air, eh bien on pourrait demain aller d'un point A à un point B à 300 km/h en toute sécurité, avec donc le système des ailes qui se rabattent sur vous et qui vous protègent en cas de collision ou en cas de décrochage. Et ce serait évidemment beaucoup mieux qu'une trottinette électrique ou qu'un vélo. Eh bien, figurez-vous que si on concentrait suffisamment de technologie là-dessus, par exemple, si on mettait 50 ingénieurs de la DGA, la Délégation Générale de l'Armement, Direction Générale de l'Armement en France, les compétences que la DGA a en France, et c'est pour ça que je parle de complexe pacifico-industriel, quand les compétences du militaire passent dans le civil, les compétences que la DGA a sont largement suffisantes à créer ce modèle dont je viens de vous parler, à en faire des représentations, aussi bien pour la Céline marchande d'ailleurs, qui serait un poids géopolitique majeur, et ça vaut autant qu'une arme en matière d'influence géopolitique, c'est pour ça que la DGA devrait s'y intéresser. Cette Céline marchande, la DGA pourrait la concevoir, ou le Naval Group pourrait le concevoir, il a les compétences pour ça, même s'il est naval, il pourrait concevoir avec ses compétences une Céline marchande, et en même temps donc ces systèmes de propulsion coléoptère, avec un sac à dos et des ailes en origami en muscles synthétiques qui se déploient, bien entendu qu'on a les compétences en France pour le faire. Simplement, ce n'est pas un projet qu'on a développé, ce n'est pas un projet sur lequel on a insisté, mais si on insistait, on pourrait l'avoir. Eh bien, quand on sait que la capacité à produire un modus vivendi pour un pays est un des leviers de pouvoir les plus puissants au XXIe siècle, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait. Je pense sincèrement qu'on devrait le faire. Donc voici les grands sujets qu'on a vus dans cette vidéo. La production de certains matériaux, l'histoire donc du cuivre jusqu'à l'aluminium et l'aérogel comme prochain aluminium, l'aérographène aussi pour les batteries. On sait que les batteries en graphène, c'est vraiment l'avenir et là, elles ne pollueraient pas du tout. Parce qu'on pourrait produire du graphène à partir de nos déchets ménagers incinérés. Ce serait assez incinéré, compressé, on pourrait produire du graphène avec ça. Enfin, donc, deux grands sujets à partir de ça. La Céline marchande, le fret aérien à bas coût qui changerait la face du monde parce que tous les pays n'ont pas un accès à la mer, mais tous les pays ont un accès au ciel. Et il n'y a pas de détroit dans le ciel. En réalité, il y en a quelques-uns. Il y a le corridor sibérien, mais ce n'est pas vraiment un détroit. Il y a des espaces aériens privilégiés, c'est vrai, mais pas autant que les espaces maritimes resserrés comme la Manche, comme le détroit de Gibraltar et comme le détroit de Malacca. Et puis, donc, un système de propulsion inspiré de la façon dont les coccinelles déploient leurs ailes, inspiré des coléoptères, cette capacité à se propulser rapidement jusqu'à 300 km/h en ville. Je trouve ça particulièrement excitant et je pense qu'on devrait s'y intéresser. Alors, je vais vous conclure cette vidéo là-dessus. J'engage pas ma communauté sur YouTube, vous savez, je vous ai jamais demandé de vous abonner ou de cliquer sur le pouce bleu. Il faudra mettre 100 000 pouces bleus. Eh bien, là, je vais vous le demander parce que ça me permet vraiment, vous savez, ma chaîne n'est pas toujours monétisée et c'est pas seulement monétisé d'ailleurs, c'est indexé. En réalité, les vidéos que je fais sont pas toujours mises en indexation parce que je peux traiter de sujets sensibles et mettre les pieds dans le plat sur des sujets où beaucoup de gens n'ont pas le courage d'intervenir. Et donc évidemment, si maintenant vous trouvez que mes contenus sont bons, si vous aimez les contenus que je produis, notamment sur ces aspects technologiques dont je viens de vous parler, eh bien vous avez différentes façons d'aider la chaîne. Soit vous portez volontaire pour des projets comme représentation graphique de la Céline marchande ou de ces systèmes de propulsion Coléo. Ah, ouais, tu veux pas 1000 balles plutôt? Soit mettre un simple pouce bleu, soit vous abonner pour augmenter la surface et la façon dont la chaîne peut interagir avec la communauté. Bien sûr, recommander mes vidéos, les partager avec vos amis et en discuter. Tout ça, ce sont des façons qui ne coûtent rien d'aider la chaîne. Et c'est quelque chose qui va me permettre de produire de meilleurs contenus. Vous avez vu qu'on a amélioré la qualité du son et la qualité de la vidéo. Je me suis acheté une caméra spécifiquement pour ça. Je reste évidemment tout le temps en voyage quand je fais mes vidéos. La plupart du temps, je suis en déplacement, donc j'ai besoin d'avoir un setup de tournage qui soit le plus simple possible. Mais voilà toutes les façons que vous pouvez avoir d'aider la chaîne et de m'encourager à produire de nouveaux contenus, en particulier sur le futur technologique. Cette vidéo, je la dédie aussi à Super France, bien entendu, parce que, comme je l'ai dit, on a toutes les compétences en France pour faire ce système de propulsion Coléo et la Céline marchande. Et j'espère que la France les réalisera.